Sinon, comment ça va aujourd'hui? Ouais, tranquille, ça va. Et chez toi-même? Ah, ça va bien, ça va bien. Euh, Ok. il y a quelques, il y a quelques semaines de ça, je crois, mon ami Israël m'a mis en contact avec son grand frère qui était en train de me parler de vous et de ce que vous étiez en train de faire euh, Ouais. à Cotonou là-bas. À Porto Novo. Ah, ok, 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 ok. Et il me demandait de me mettre en contact avec vous pour explorer. Parce que moi, je lui ai dit, j'aime voir les belles idées, j'aime voir les gens fournir des efforts, j'aime savoir ce qui se passe, comment est-ce que les gens sont en train de pousser les choses dans leur coin respectif. Donc, il Ouais. m'a dit, tu es définitivement quelqu'un à qui je devrais parler. Donc, c'est un honneur et un plaisir de faire ta connaissance. Ouais, c'est pareil, hein. C'est un plaisir pour moi aussi, hein. Oh, yeah, yeah, yeah. Donc, pour l'audience, si tu peux t'introduire et introduire ce que tu fais dans la vie. Hein? Ok. Ben, moi, c'est Josuma Otomaru Service. Je suis docteur en géographie physique humaine, économique et régionale. Donc, je travaille actuellement à la mairie de Porto-Novo. Mais parallèlement, depuis 2010, j'ai créé une ONG, l'ONG pour les initiatives en coopération décentralisée et développement, ONG EcoDev, qui intervient dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, la culture, euh, la paix, l'alphabétisation, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et puis les énergies renouvelables. Et donc, depuis 2010, voilà, je mène des activités ponctuelles, d'une part avec les partenaires à l'étranger, c'est-à-dire en France, en Belgique, mais aussi avec des associations locales, c'est-à-dire celles qui sont en activité au Bénin. Hmm. Donc, Et quelle a été la motivation de base pour vous de commencer votre ONG? en fait, je sortais fraîchement de ma formation de master en migration internationale et conception de projets en coopération pour le développement à l'université de Poitiers. Et j'avais en idée de revenir au pays, de revenir donc au Bénin pour me rendre utile. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir te rendre utile dans ton pays? Et c'est là que je me suis dit, je crée une association de solidarité internationale avec un relais en France pour la mise en œuvre de projets au Bénin. Ah, ok, ok. Depuis votre fondation, quels sont les projets majeurs que vous avez mis en place? Dans un premier temps, le premier projet, ça a été le projet d'appui à la coopération décentralisée, qui est un projet qui me permettait quand même de mobiliser des stagiaires dans les universités françaises, notamment à l'université de Poitiers, pour des stages au Bénin dans les domaines du développement local, de la coopération décentralisée. Et donc, je replaçais dans des structures partenaires pour qu'ils puissent faire leur stage et produire des documents qui laisseront à la structure qui les accueille. Et donc, après ça, nous avons eu un contrat avec une association française, Coopération Concept, en tant que partenaire sur une activité de montage de projet dans le domaine de l'eau et de l'électrification au profit d'une commune béninoise qu'on appelle Koulé-Camin. Et donc, ce partenaire, Coopération Concept, travaillait avec une autre association française, CODEV Occitanie. Donc, nous, en fait, on était le relais de ce partenaire-là sur le territoire béninois et nous avons fait un contrat de 3 ans qui nous a permis de faire le montage de ce projet. Mais après ça, nous avons aussi été avec la Commission européenne et le Comité des régions en 2016-2017 pour l'organisation du Forum de la coopération décentralisée européenne pour le développement
où nous avons joué le rôle de co-leader développement, c'est-à-dire le représentant des associations partenaires à l'organisation de cet événement-là. Nous avons contribué notamment à la préparation intellectuelle de cet événement. Et à part ça, nous avons travaillé de temps en temps avec l'ONG Diaspartive, qui est une ONG basée en France, et ayant aussi une aile à Porto-Novo, dont nous avons travaillé sur des activités de sensibilisation. C'était souvent des activités ponctuelles. Nous avons travaillé pour la sensibilisation dans le cadre du coronavirus. Nous avons un autre partenaire privilégié, l'ONG Espoir d'une vie, qui est une ONG avec laquelle nous avons mené aussi pas mal d'activités sur le plan local, c'est-à-dire au Bénin. Et donc, nous avons des débuts de collaboration avec d'autres associations et nous espérons que d'ici les années à venir, au regard du plan stratégique que nous avons mis en place, il y aura des collaborations pour de futurs projets. Donc, en gros, nous pouvons retenir que nous ne menons pas pour le moment de grosses activités, nous n'intervenons pas pour le moment sur de gros projets. Nous sommes pour le moment sur du financement propre, mais nous nous sommes dit qu'il est quand même temps que l'ONG s'ouvre à l'international, s'ouvre beaucoup plus à l'international parce que nous avions déjà des activités en France et puis une collaboration à Bruxelles, en Belgique, et qu'il est temps maintenant que nous puissions structurer des projets à mettre en œuvre, surtout au Bénin. Et l'un des sujets qui me passionne, c'est comment mettre, laissez-moi un peu restructurer la phrase, comment les jeunes béninois, vu que moi je suis togolais d'origine et j'ai grandi au Gabon, et je sais que quelque chose dont plusieurs jeunes me parlent, c'est comment ils peuvent mettre leurs connaissances, leur énergie, leurs efforts au service de différentes activités. Bien sûr, beaucoup veulent faire de l'argent, patati patata, mais il y a certains qui veulent vraiment faire quelque chose qui a de l'impact. Et je voulais savoir si, par exemple, un jeune béninois lambda veut participer à quelque chose dans votre organisation, quel est le parcours, comment est-ce qu'il doit procéder pour vous joindre et participer? Non, mais je pense que c'est tout simple, hein. Nous sommes une association très ouverte et les initiatives des jeunes ne sont pas, ça ne nous laisse pas indifférents, quoi. Nous sommes très ouverts à ces genres d'initiatives. Il suffira que ces personnes-là se rapprochent de nous. Voilà, donc nous allons peut-être laisser notre contact email et puis le contact téléphonique pour que ceux qui souhaiteraient se joindre à nous pour faire avancer le monde puissent le faire sans problème. Oh, je parie, ils apprécieront vraiment ça. L'une des questions qui me titille énormément, parce que j'essaie de poser la question là à tout le monde juste pour pouvoir visualiser la nature des challenges. Quel est pour vous, dans votre domaine, les facteurs qui vous apportent le plus de difficultés, le plus de challenges dans votre mission? Non, mais en fait, disons que c'est pas simple de réunir, par exemple, sur le même projet, des compétences, en fait, divers profils, je veux dire. Ça, c'est le premier aspect. Mais le second aspect aussi, c'est que c'est pas simple de réunir des gens de plusieurs cultures. Par exemple, quand vous travaillez sur un projet, un chantier de la jeunesse pour la solidarité internationale, qui implique quand même des gens, c'est-à-dire par exemple des Béninois ou des étrangers, peut-être je prends l'exemple des Français. Bon, c'est pas toujours simple parce que vous savez, il y a une question d'interculturalité. Les cultures ne sont pas les mêmes et il faut pouvoir trouver le juste milieu pour ne pas créer des chocs culturels au cours de ces diverses rencontres. Je pense que c'est les deux aspects que je peux évoquer tout simplement et puis bon, très rapidement.
Et ça, c'est au regard des expériences que nous avons eu à faire euh, par le biais de notre association ICODEL. Si on devait être légèrement plus spécifique, quels sont les points de clash dans le domaine de l'interculturalité dont vous parlez? Non, mais le clash, ça peut se situer à plusieurs niveaux. C'est juste que les pratiques quotidiennes que nous observons, par exemple, au Bénin ou et à Porto-Novo, ne sont pas les mêmes que celles que pratiquent les Français. La place de la salutation, le respect, le vouvoiement. Par exemple, chez nous, c'est vrai que de plus en plus, ça perd du terrain, mais nos parents nous apprennent quand même que quelqu'un qui est plus âgé que toi, par exemple, pour lui vouer du respect, il faut le vouvoyer. Voilà. C'est pas toujours le cas, par exemple, chez des personnes d'autres cultures. Oui, Donc, il y a pas mal de choses. Il y a les, il y a les pratiques culinaires, par exemple, dans les pays africains en général. Et pour le cas du Bénin, par exemple, le piment, c'est quand le piment, quand il n'y a pas de piment dans une sauce, dans un repas, c'est problématique. En fait, effectivement. il y a des cultures, par exemple, qui ne sont pas habituées à ça. Et quand les personnes de cette culture-là, vous les recevez au premier coup et que le premier repas que vous leur offrez, c'est un repas dit pimenté, bon voilà, c'est déjà un aspect qui peut produire un petit choc, une petite surprise et en plus qui peut faire des dégâts, quoi. Donc, OK. ça, c'est pas mal de choses. La façon de s'adresser aux gens. Et des cultures, par exemple, prônent que quand une personne plus âgée que toi te parle, tu baisses la tête. Tu n'as pas à lui regarder dans les yeux. Et il y a d'autres cultures qui prônent le contraire, c'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, bah, même s'il est plus âgé que toi, bah, c'est le plus. En fait, ce qui est recommandé, c'est que tu le files dans les yeux, comme ça, le courant passerait, quoi. Donc, il y a de cette différence-là entre les cultures qu'il faut apprendre aux jeunes à accepter, c'est-à-dire l'ouverture de soi, l'acceptation de l'autre, et voilà, quoi. La tolérance et tout ça, ça va être cultivé. C'est effectivement, comment dire, ces différences culturelles-là, bon, dans mon cas personnellement, on avait une classe en première année d'ingénierie où le- la concentration de la classe était basée sur comment interagir avec différentes cultures quand vous partez en projet chez eux. Et je me rappelle, par exemple, ici au Texas, quand quelqu'un t'adresse la parole, ou bien la personne soit plus âgée ou pas, tu dois fixer la personne dans les yeux. Quand tu serres la main à la personne, tu dois serrer la main à la personne, pas simplement mettre la petite pioche entre leurs mains. Mais c'est en contraste Ouais. avec l'éducation togolaise que j'ai reçue où quand on te parle, tu baisses comme vous étiez en train de le dire, tu baisses les yeux et tout ça. Mais, mais vu que par exemple, dans ce cas particulier-là, vu que ce sont des aspects qui sont très clés à la culture de ces différents pays, n'est-ce pas? Ouais, Du ouais. moins de ces différentes zones géographiques. Quelle est votre approche pour, comment on appelle ça, pour essayer de faciliter le processus de communication entre les deux groupes? Ouais, en fait, pour la plupart du temps, quand il s'agit de réunir des jeunes de cultures différentes, il y a une phase préparatoire. Il y a des associations, il y a des dispositifs qui existent pour que voilà, ces gens qui décident d'aller rencontrer une autre culture, on puisse les accueillir, leur apprendre déjà les rudiments de cette nouvelle culture qu'ils auront à découvrir bientôt. Et donc là, au moins, en fait, ça anéantit un peu, ou alors ça affaiblit le risque de choc culturel, quoi. Et du même côté, de l'autre côté aussi, on fait la même chose, c'est-à-dire on apprend aux jeunes qui doivent accueillir
c'est en fait leurs homologues d'une autre culture, comment est-ce que cela se comporte et comment est-ce qu'il faut les accueillir. En fait, c'est un dispositif qui permet de sensibiliser chacune des deux parties sur la culture de ceux-là qui vont recevoir, ceux-là avec qui ils vont partager du vivre ensemble, du travailler ensemble, du travail collaboratif, tout ça, quoi. Donc, c'est un dispositif qui existe et qui s'applique souvent. Yeah, yeah. Euh, Juste pour revenir sur le point de l'éducation, je crois dans l'introduction, tu disais que tu as fait géophysique, si je ne me trompe pas. Non, non, j'ai un doctorat en géographie physique, Ah, ok. humaine, économique et régionale, mais je me suis spécialisé sur les questions de la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises et béninoises. Ah, ok, ok. Et quelle a été la motivation de ce choix pour toi? Parce que je suppose, bon, je ne sais pas, mais je suppose que ce n'était pas nécessairement ce à quoi tu pensais en première année d'université. Quel a été le processus de transformation qui t'a mené à faire ce choix-là? Ben, ok, disons que c'est vrai, quand j'étais entré en première année à l'université, je voulais faire l'aménagement du territoire. Mais chemin faisant, voilà, je me suis dit, l'aménagement du territoire, c'était un peu plus technique, un peu plus pointu pour moi que les sciences humaines. Voilà, donc c'était d'abord au regard de mes compétences que je suis plutôt allé finalement aux sciences humaines qu'à l'aménagement du territoire. Mais après ça, alors j'ai commencé à lire des bouquins et c'est ainsi que je suis tombé sur un document sur les, relatif aux pratiques en matière de coopération décentralisée. Ça a été mon premier contact avec la coopération décentralisée et donc j'ai poursuivi mes recherches. Alors, je me suis dit, ben, la diplomatie, c'est une forme de diplomatie. C'est vrai que ce n'est pas une diplomatie réalisée par les États, mais au niveau inférieur, les collectivités locales, les communes, voilà, il faut quand même faire quelque chose pour le développement. Alors que le développement, comme on le dit, c'est à la base, il faut pouvoir contribuer au développement des collectivités locales. Donc, c'est dans ce cadre-là. Et aussi, au regard de certaines expériences qui m'étaient relatées, que je me suis dit, bon, écoute, va voir ce que c'est que la coopération décentralisée et puis spécialise-toi dans ce domaine-là. Puisque dans mon entourage, euh, il y a des gens qui étaient responsabilisés sur cette question et qui m'en parlaient souvent. Donc, Hmm. disons que c'est aussi ça qui m'a motivé à aller vers la coopération décentralisée. Et avec un peu de chance, j'ai pu créer une association qui a pour vocation d'intervenir de façon transversale en coopération décentralisée, en co-développement et en développement local. Donc, en fait, c'est en fait cette filière que j'ai fini par adopter est en parfaite cohérence avec les compétences que j'ai pu accumuler depuis une dizaine d'années, aussi avec l'association que j'ai pu mettre en place. Et voilà. Et donc aujourd'hui, à la mairie de Porto-Novo, bon, je m'occupe de la coopération décentralisée. Bah, je suis souvent aussi sollicité par d'autres associations, par d'autres communes, voilà, pour les orienter tout au moins sur alors, comment est-ce qu'il faut aller vers les coopérations décentralisées et tout ça, quoi. Donc, Yeah. je me retrouve pleinement dans ce que j'aime, quoi. Ça, c'est une bénédiction. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'ils aiment dans la vie. Et supposons, moi, par exemple, quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est quand j'entends parler d'un sujet, d'un domaine nouveau qui m'intéresse ou qui juste suscite ma curiosité, j'aime procéder par faire mes recherches, mes petites lectures. Et en termes de coopération décentralisée, quels sont les textes, je ne sais pas comment on dit ça, quels sont les textes phares que n'importe quel jeune peut aller chercher dans une librairie ou bien en ligne pour commencer à lire juste pour
se familiariser avec le domaine? Bon, je pense que pour en savoir plus sur la coopération décentralisée de façon basique, il faut juste faire de la recherche, coopération décentralisée. Et ce qui est important, c'est surtout l'historique de la coopération décentralisée, parce que en fait, elle est née après la Deuxième Guerre mondiale, quand il s'agissait pour les peuples qui s'étaient déchirés au cours de cette guerre-là de se réunir. Et donc, en ce moment, c'était surtout entre les Allemands et les Français. Il y a eu de petites initiatives au niveau local, c'est-à-dire au niveau des communes, voilà, qui ont commencé à se mettre ensemble. On a parlé de jumelage de villes en ce moment-là. Et en fait, c'était pour favoriser la paix entre les peuples, pour Yeah. favoriser la paix entre les peuples au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je pense que avec la prise en main de l'historique de la coopération décentralisée, de son évolution, je crois que c'est déjà celui qui souhaiterait faire dans ce domaine-là peut avoir déjà les premiers éléments. Et après, il y a pas mal de documents sur les pratiques, sachant que les pratiques peuvent varier d'un pays à un autre, parce que déjà, la définition de la coopération décentralisée n'est pas universelle. C'est en fonction en fait, des tests qui ont été adoptés par chaque pays, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est réglementée. Chaque pays a sa définition, les procédures qu'il faut, le contexte administratif et voilà quoi, les éléments qu'il faut pour mettre en place une coopération décentralisée. Chaque pays l'adopte, mais en général, globalement, il y a une définition quand même qui est commune, c'est que c'est une relation qui est menée entre les collectivités locales d'un pays à un autre, quoi. Voilà, en gros, c'est ce qu'on peut dire. Et il y a d'autres spécificités en fonction des pays, quoi. OK. Et quel est un challenge auquel je fais face par rapport à nombreuses choses que j'apprends ici et là, c'est pouvoir mettre ces connaissances-là en contexte quand je les explique, par exemple, que ce soit mon père ou mes oncles ou bien différents acteurs économiques au pays à qui j'aimerais parler. Quel est le challenge d'expliquer la coopération décentralisée à, je suppose, vous avez pas la mairie, mais un Béninois lambda, par exemple. Quel est le challenge de faire comprendre à un Béninois lambda c'est quoi une coopération décentralisée? Non, mais c'est tout simple. La coopération décentralisée, c'est une relation qu'entretient une collectivité territoriale béninoise ou avec une autre collectivité territoriale étrangère ou avec une association ou un réseau de villes. Parce que les tests de la coopération décentralisée au Bénin la définissent comme une telle relation, c'est-à-dire une relation qui est menée entre une collectivité locale et une collectivité locale étrangère ou une association ou un réseau de villes. Voilà, en gros. Et donc, c'est comme une relation entre un pays et un autre. Voilà, c'est ça déjà une coopération, vous voyez. Mais décentraliser, ça ramène à la base, c'est-à-dire aux communes, aux départements, et voilà, qui peuvent entrer aussi en coopération. Ce n'est pas des coopérations bilatérales, mais c'est des coopérations que ces collectivités territoriales peuvent décider de mener avec une autre collectivité territoriale étrangère de leur choix, ou aussi avec une association ou un réseau de villes à l'international. OK. Et puis c'est ça ce qu'on appelle, de plus en plus, on évolue vers la terminologie diplomatie des villes. Il y a la diplomatie des États, mais de plus en plus, aujourd'hui, on parle de diplomatie des villes. Diplomatie des villes. C'est Ouais. quelque chose que je dois noter quelque part. Diplomatie des villes. Yes. Définitivement, c'est... parce que je suis familier avec la décentralisation
dans le domaine, par exemple, de la finance ou bien dans le domaine de formation d'entreprise. Mais je n'avais pas particulièrement fait attention à ça dans le domaine de la gouvernance, que ce soit de pays ou de cité, parce que dans ma manière de concevoir la décentralisation, c'est que le centre de décision il n'y a pas de centre de décision fixe. Mais je suppose que dans le domaine gouvernemental et de celui, par exemple, des villes ou des zones rurales, c'est légèrement différent parce que, bon, il y a des antécédents qui viennent, qui rentrent en jeu. Non, mais en fait, la décentralisation, elle s'applique à tout un territoire. Et la décentralisation, en fait, la différence, c'est que, en fait, désormais, les populations ont en charge leur destinée et que les besoins partent des populations et remontent vers les autorités, quoi, les autorités communales ou municipales. Et là, on parle de maîtrise d'ouvrage. En fait, les communes sont aujourd'hui en charge de la maîtrise d'ouvrage et de la planification, euh, voilà, des besoins des populations. Aujourd'hui, il y a un document de planification de référence dans chaque commune. Soit il est appelé plan de développement municipal ou plan de développement ou plan de, je sais pas, ça dépend de la terminologie, mais au Bénin, on parle beaucoup plus de plan de développement municipal pour les villes à statut particulier et de plan de développement communal pour les autres villes. C'est un document stratégique en fait, valable pour 5 ans dans lequel vous avez les programmes prioritaires et qui sont déclinés en projets. Voilà, c'est une boussole pour chaque commune. Donc, voilà. Ah, ok, ok, ok. Parfait, je vois. Euh, Juste pour revenir comment on appelle ça, à l'association, je Ouais. voulais savoir quels sont les projets que vous avez à venir d'ici les 12 prochains mois. Ouais, les 12 prochains mois, c'est vrai que actuellement nous sommes dans une dynamique d'ouverture à l'international pour mobiliser des partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre des projets, vraiment des projets palpables. Et donc, nous accordons une priorité au domaine de l'éducation. Donc, par exemple, l'éducation par le sport, Mhm. l'éducation sur les questions relatives au changement climatique et l'environnement, parce que c'est une thématique contemporaine, tout le monde en parle aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse agir. Nous avons aussi prévu faire dans l'éducation par le numérique, parce qu'il faut quand même que les jeunes se mettent au pas. Bien. Euh, voilà. Nous avons aussi un projet que nous avons appelé Projet pour le vivre ensemble et la paix, qui passera aussi par diverses activités, y compris l'éducation. Nous avons un projet que nous avons appelé Laboratoire du temps. C'est un projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et enfin, en fait, nous sommes aujourd'hui disponibles pour accompagner les collectivités territoriales, les mairies, les départements, tout ça là, dans leur mise en relation avec d'autres communes de l'étranger. Et nous sommes aussi aujourd'hui en mesure de fournir de l'assistance technique à la structuration de la coopération décentralisée, à la structuration de programmes de coopération décentralisée et à l'accompagnement, à la mise en œuvre de la coopération décentralisée. Et donc, coopération décentralisée nord-sud et coopération décentralisée sud-sud, parce que nous estimons que quand même après 10 années, même si nous n'avons pas mené de grosses activités, de gros projets, nous avons quand même pu développer cette expertise-là. Et aujourd'hui, nous avons quand même un carnet d'adresses. Et puis, l'expertise, nous maîtrisons quand même le rouage pour appuyer les villes dans ces divers domaines, quoi. Voilà à peu près ce que nous prévoyons pour les années à venir. Wow. C'est définitivement le type de projet qui captive mon attention parce que, bon, je,
Personnellement, mon objectif, c'est de garder l'œil, un œil d'aigle sur tous ces efforts-là, parce que je sais que le déclic viendra de quelque part. J'ai la forte conviction qu'il y a un déclic qui arrive, mais je ne sais pas exactement d'où ce déclic viendra. Donc, je me dis, je suis prêt à vous donner tout le support dont je dispose, qui est très petit, by the way. mais, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir fournir les efforts que vous êtes en train de donner. C'est pas... Et en plus, pour moi, par exemple, ces quelques minutes qu'on a passées ensemble sont très éducatifs parce que je ne suis pas vraiment familier avec le domaine. Et je suppose que beaucoup de personnes comme moi vont apprendre énormément et certainement, vous allez recevoir 2 ou 3 emails. Oh, pardon, ne me faites pas honte. Envoyez 2 ou 3 emails pour aider le grand frère. Non, mais écoutez, moi, je vais vous le dire, c'est un plaisir pour moi aussi de partager ces moments avec vous. Et en fait, c'est une démarche qui est en parfaite cohérence avec ce que nous comptons faire dans les 10 années à venir, parce que là, nous sommes dans un processus d'échange. Et donc, c'est un projet d'échange qui permet d'offrir des connaissances. Donc, on peut parler déjà d'éducation par échange. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous apporter quand même ces petites choses que vous ne connaissiez pas. Et donc, je suis sûr que désormais, vous avez le petit bagage qu'il vous faut pour nous aider à mobiliser des compétences, mobiliser des ressources, mobiliser de l'expertise pour accompagner nos projets. Et je suis convaincu que chaque occasion qui se présentera à vous, vous n'hésiterez pas à nous envoyer un petit message pour nous orienter. Voilà. Définitivement, définitivement. Et encore une question qui me passait à l'esprit, c'est en train de m'échapper. Euh, Est-ce que vous comptez vous organisez des conférences ou des séminaires par hasard? Bon, disons que par le passé, de 2010 à 2014, j'allais en France chaque année pour organiser des conférences relatives au projet d'appui à la coopération décentralisée. Et c'est à l'issue de ces conférences-là que j'arrivais à mobiliser des stagiaires ou alors des bénévoles qui se disent, voilà, je m'engage auprès de vous pour venir au Bénin et faire un stage dans un centre de santé, faire un stage dans la coopération décentralisée auprès d'une commune, auprès d'une association. Voilà, c'est un peu ça ce que je faisais jusqu'en 2014, mais après, j'ai été appelé à des postes de responsabilité qui ne m'ont pas permis de poursuivre. Je pense que maintenant, je sens que vous allez nous offrir des opportunités pour le faire et nous n'hésiterons pas. Ah, je prie que ça arrive. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de parler avec vous pendant ces quelques minutes. J'espère que d'ici les quelques semaines, quelques mois à venir, on aura l'occasion de se rasseoir et discuter davantage du progrès. Parce que, bon, si je ne me trompe pas, il me semble que vous êtes sur le point d'accélérer les choses, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. On est sur le point d'accélérer des choses. On a le carnet d'adresse qu'il faut pour ça et donc il faut réveiller les gens, il faut leur dire voilà, maintenant nous sommes prêts, nous voulons aller de l'avant, nous voulons apporter notre pierre à l'édification de la paix dans le monde parce qu'en fait, la plupart des projets que nous mettons en œuvre, c'est pour concourir à la paix universelle, quoi. Et donc, c'est en faisant œuvre dans de petites parcelles des territoires du monde que la paix se fera partout au monde. Amen. C'est un message, c'est définitivement un message d'espoir dont on a tous besoin. Et en dernier mot, je dirais, quel est, pour tous les jeunes qui sont en train de nous écouter peut-être, qui sont en train de réfléchir sur la valeur d'une éducation poussée, une éducation vraiment avancée comme la vôtre,
quel est le mot de motivation que vous avez pour eux? Ouais, c'est déjà, il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va, il faut se donner des objectifs dans la vie. Et même si les moyens pour les atteindre ne sont pas disponibles, il faut se battre aussi pour les avoir. Et c'est au bout de l'effort qu'on a les récompenses les plus importantes de la vie. Bon, voilà, moi, je ne suis pas issu d'une famille très riche, mais bon, j'ai quand même, je me suis battu pour aller loin. Je me suis battu pour aller loin, donc c'est possible. Voilà, il ne faut pas se décourager. C'est clair, il y aura des obstacles, il y en a toujours. Il ne faut pas baisser la tête. Même si dans ton âme tu pleures, lève la tête et regarde vers où tu vas. Merci. Merci beaucoup. Quelque part, moi-même, j'avais besoin du petit message là. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir eu quelques minutes de votre temps pour discuter de ça. J'espère que d'ici quelques jours et quelques semaines, on pourra encore refaire ça. Peut-être, j'aimerais aussi, si possible, si ça ne vous gêne pas, inviter aussi d'autres directeurs d'ONG, soit au Bénin, au Togo, au Gabon ou dans la zone, vous mettre en collaboration. Ça, je crois que ça apportera de l'aide à chaque partie. Ouais, c'est un plaisir. Nous sommes entièrement disponibles pour ça. Entièrement disponibles. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Vous passez une très belle journée. Foufou et Moyo, que ça ne manque jamais. Merci. All right. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À vous aussi. À très bientôt. Hein. Oh, définitivement, à très bientôt. Merci, ouais. Ouais.